Ok, ce que vous voyez là, c'est un jeune homme qui se fait interroger par un médecin pour une évaluation de santé mentale. À votre avis, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'on s'interroge sur ça? Est-ce qu'il a réalisé un braquage? Est-ce qu'il est coupable de violence? Ou encore d'une énorme arnaque en ligne? C'est bien pire que tout ça. Parce que le surnom de cet homme, c'est le mangeur de visages. Bon, soyez prêts parce que ce soir, on va pas se contenter de vous raconter des histoires horribles. On va aussi vous montrer des vidéos que vous n'oublierez jamais. Bon, il s'agit d'un épisode assez sombre, donc laissez-moi vous présenter une solution pour vous détendre un petit peu. Et cette solution, c'est Oli qui nous accompagne sur cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, Oli, ils ont 4 gammes de boissons. Ils ont la gamme énergie, les boissons hydratantes, les iced tea, et ils ont même une gamme milkshake que vous pouvez préparer avec du lait. En plus de ça, ils ont vraiment plein de goûts. Perso, ma préférée, c'est framboise vanille, mais vous verrez, celle de Kratos est différente. Bon, il y a plein de choses qui sont cool avec Oli comparé à toutes les boissons style soda. Par exemple, ce que je kiffe perso, c'est que c'est de la boisson en poudre. Donc avec un seul pot d'Oli, vous pouvez vous faire l'équivalent de 50 canettes, c'est pas rien. Perso, ça m'en fait même un petit peu plus, ça dépend des doses que vous mettez. D'ailleurs, ils ont plein de gourdes avec des shakers intégrés, donc même ça, c'est hyper pratique. Et en plus de tout ça, ce qui n'est vraiment pas négligeable, c'est qu'avec Oli, on peut se faire plaisir sans culpabiliser. Et ouais, la commu, on n'a pas de sucre ajouté, pas de conservateur, pas de taurine. Bon, évidemment, la commu, il faut pas abuser de la gamme énergie et c'est déconseillé au moins de 16 ans. Et ça ne remplace pas l'eau, mais c'est bien meilleur que les boissons sucrées classiques. Et sur le site, vous avez une liste de goûts vraiment énorme, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Et pour être sûr de tomber sur un goût coup de cœur, ils ont justement des packs échantillons où vous pouvez essayer plein de goûts différents. Et comme ça, après, vous pouvez faire votre sélection et prendre en pot les goûts que vous avez préférés. Perso, mon petit préféré, c'est Sour Cherry, pour moi il est imbattable. Bref, si vous voulez découvrir tout ça, vous pouvez utiliser notre code KratosEdjo5 qui vous donnera 5 € de réduction sur votre première commande. Et pour les habitués, avec le code KratosEdjo, vous aurez 10% sur toutes les prochaines. Vous pouvez également utiliser le lien en description ou scanner ce QR code pour que les réductions s'appliquent automatiquement. Encore un énorme merci à Oli pour leur confiance et pour nous accompagner dans notre aventure. Et maintenant, on est parti pour ce nouvel iceberg. On est aux États-Unis quand un voisin inquiet appelle la police. Bon, apparemment, il entendrait des cris d'enfants. En fait, c'est pas la première fois qu'il les entend, mais cette fois, c'est vraiment trop. Il a dépassé les limites. Il décide donc d'alerter la police parce que là, il suspecte une violence domestique assez grave. Tout de suite, une patrouille se met en route. Bon, ok, la police arrive sur les lieux et retrouve la femme de Gökhan Dugan dehors sur le palier de la maison. Tout de suite, il toque et demande à rentrer. County police, anybody home? Kids. Yep. Hey, boss. Hey, boss. Let me see your hands. Let me see your hands. Come here, hands. Take a step out. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Hey, 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 you. Boss. Le problème, c'est que la situation dérape très vite. L'homme dans la maison recule vers la cuisine, attrape son fils de 9 ans et le menace avec un couteau. Knife down now. Put the knife down. What do you guys do? Not leaving, man. Drop the knife now. Drop the knife. You're not in trouble. Drop the knife. Ok, là, c'est vraiment tendu. L'homme est complètement instable, il n'écoute rien malgré le fait que la police essaye de le raisonner au maximum. Là, clairement, il pourrait mettre fin au jour de son fils d'un moment à l'autre. Les policiers décident donc de changer de stratégie. Drop the knife. I He's want got to his see son right my behind the wife wall, so. outside. I want to see my wife sitting in the house, and talk to me. Look, man. Put the knife down so we don't have to hurt you. All right? You understand? I am trying to put the Put it down or you're going to get tased. Put it down. Now. Put it down. Hands on! Hands on! Hands on! Comme vous l'avez vu, la police décide de taser l'individu qui continue malgré tout de menacer son fils. Finalement, ils arrivent à les séparer et à mettre le jeune garçon en sécurité pendant que l'homme, toujours couteau à la main, est interpellé. Heureusement, dans toute cette histoire, le jeune garçon n'a pas du tout été blessé. L'homme est finalement arrêté et condamné pour maltraitance au premier et au deuxième degré sur un enfant, mise en danger et résistance pendant l'arrestation. De quoi nous mettre en jambe avant de descendre dans cet iceberg. On est le 31 juillet 2022 dans la petite ville tranquille de Strongsville aux États-Unis.
Il est 5h30 du mat, les rues sont complètement désertes, en même temps normal à 7h. Et pourtant, le voisinage s'apprête à être réveillé par l'un des bruits les plus choquants qu'il n'ait jamais entendus. Ce que vous venez de voir, et qui est manifestement un accident de voiture, va mettre fin à la vie de Dominique Russo, 20 ans, et de son meilleur pote Davion Flanagan, 19 ans. En fait, seule la conductrice, une jeune fille de 17 ans et la copine de Dominique, survivra au crash. Sauf qu'en voyant cette vidéo, vous vous doutez bien que quelque chose cloche. Et vous avez raison. Parce qu'en fait, la voiture roulait à plus de 160 km/h en pleine ville. Et en fait, ce qui semble être sur le papier un tragique accident de voiture va rapidement se transformer en l'un des dossiers criminels les plus glaçants que la région ait connus. Bon, au centre de cette histoire, on a donc Mackenzie Shirilla, 17 ans. Aux yeux de son entourage, c'est une fille ordinaire qui vit ses amours et ses amitiés avec une certaine intensité, mais un peu comme tous les jeunes de son âge en vrai. Mais derrière cette image, sa relation avec Dominique Russo est tout sauf normale. En fait, ils sortent ensemble depuis 4 ans et ils ont une relation grave toxique avec des disputes fréquentes, de la jalousie, une tension qui s'accumule de plus en plus entre eux. Mackenzie habite presque chez Dominique et ses proches voient que chaque jour, ils sont au bout de la rupture et ça va arriver à un tel point de toxicité que les menaces et les breaks entre eux deviennent de plus en plus fréquents. Et en fait, il y a une menace en particulier que Mackenzie répète souvent à son copain. Elle lui dit tout simplement qu'elle va provoquer un accident de voiture pendant qu'il se trouve dedans avec elle. À ce moment-là, on est 2 semaines avant les événements et Dominique prend la menace très au sérieux au point de quitter la voiture et appeler sa mère pour venir le chercher tellement il sait que Mackenzie est instable. Sauf que le 31 juillet 2022, Dominique et son ami Davion font confiance à Mackenzie et remontent dans la voiture de la jeune fille, qui d'ailleurs contient pas mal de drogue dure. Cette dernière est donc au volant de sa Toyota Camry, Dominique s'installe sur le siège passager et Davion à l'arrière. Aucun des deux garçons n'attache sa ceinture et aucun ne se doute que ce trajet sera leur dernier. La triste suite, vous la connaissez, Mackenzie fonce à 160 km/h dans un immeuble, tuant les 2 jeunes hommes sur le coup. La police arrive 45 minutes plus tard, la jeune fille est hospitalisée et les images sont juste sans appel. Elle sera officiellement arrêtée par la police pour double homicide volontaire, ce qu'elle niera en disant qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a pas fait exprès. Mais évidemment, les caméras montrent tout le contraire, sa conduite était normale jusqu'à atteindre l'endroit qu'elle avait prévu pour commettre ses meurtres. Et les données de la boîte noire de la voiture révèlent que Mackenzie a maintenu l'accélérateur à fond pendant plusieurs secondes sans jamais tenter de freiner. Pour la juge chargée de l'affaire, ça ne fait plus aucun doute. Ce n'était pas une perte de contrôle, mais bien une décision calculée. Et lors du procès qui se tient en août 2023, Mackenzie est jugée et la conclusion tombe unanimement. L'acte était contrôlé, méthodique, délibéré et intentionnel. Sa peine est lourde, 2 condamnations à perpétuité purgées en même temps, avec 15 ans de période de sûreté. Et aussi, vous ne laissez pas attendrir par ces larmes de crocodile qu'elle affiche pendant le procès, parce que lors de son arrestation, elle semble avoir plus de considération pour ses bracelets que pour la vie humaine. En fait, ce qui est fou, c'est aussi qu'elle semble pas du tout se rendre compte de la gravité de ses actes, ou alors elle en a juste rien à foutre. Par exemple, avant son procès, alors qu'elle était littéralement libre, elle a tout simplement demandé à ce qu'on lui rende son permis le plus rapidement possible, et à peine 3 mois après l'accident et sa sortie de l'hôpital, elle est déjà en soirée en train de fêter Halloween. Et autant vous dire qu'elle n'a pas l'air si triste pour quelqu'un qui est censé être au bout de sa vie. Bref, c'était pas un accident imprévisible, Mackenzie avait minutieusement choisi sa route et planifié ses actes, et aujourd'hui, elle purge sa peine dans une prison de l'Ohio. Et les habitants de Strongsville n'oublieront certainement jamais l'horreur qu'ils ont entendue cette nuit-là, à 5h30 du matin. En rentrant chez elle, le 11 août 2022, Caitlin Cash appelle les secours. La raison est simple, elle vient de découvrir le corps de son amie Moria Wilson, étendue au sol, dans une flaque de sang. Et elle a beau faire tout ce qu'elle peut, malheureusement, c'est déjà trop tard. Moria est morte. La scène est terrible. Caitlin est complètement sous le choc. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Et pourtant, elle se retrouve malgré elle être la première suspecte d'une affaire plus que sordide.
Ok, la première chose que les policiers cherchent, c'est son vélo. Parce que oui, Moria Wilson, c'était une cycliste professionnelle. Et pour son amie Caitlin, ça pourrait être une raison valable de vouloir s'en prendre à elle. Parce que son vélo coûte cher. Is there a bike? Anyone? You see a bike? She said she would put it right by the door. No bike. That's negative, Jobs. Bon, ok, pas de traces du vélo. Donc là, on est d'accord, l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné prend de l'ampleur. Jusqu'au moment où... Hey, come here. Somebody might be in here. This might be the bike. Okay? Donc le vélo a été volé, mais jeté quelques mètres plus loin dans la forêt. Vous êtes d'accord avec moi, il y a clairement quelque chose qui cloche. Lui, c'est Colin Strickland. Cycliste professionnel assez renommé, franchement il s'est fait un petit nom dans le milieu. Grand gagnant de plusieurs courses dans le monde entier, ouais, on peut dire qu'il s'est fait une petite réputation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour lui annoncer une bonne nouvelle que la police lui rend visite. There's really no easy way to say this, sir. So, apparently last night she passed away. How did? Yeah. Right now it's an open investigation, but it is being investigated as a homicide. À ce moment-là, il faut savoir que Colin, c'est le suspect numéro 1. En même temps, normal, c'est la seule personne dont Caitlin a mentionné le nom le soir du meurtre. She was with her friend Colin. Yeah, Colin Strickland. Et en plus de ça, les caméras de surveillance montrent qu'une voiture noire est passée à de nombreuses répétitions devant la maison où il y a eu le meurtre. Une voiture noire de la marque Jeep qu'on peut clairement voir là, à ce moment précis. Bon, mais alors, petit récap. C'était qui déjà Moria Wilson pour Colin? Sa copine? Une amie? Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour Colin, la victime avait un prénom et un nom différents. Pas qu'il ne connaissait pas son vrai nom, hein. Plutôt qu'il l'appelait comme ça dans son téléphone pour que sa vraie copine, Caitlin Armstrong, ne reconnaisse pas le nom. Ouais, vous commencez à comprendre le bourbier. Moria était la maîtresse de Colin. Et ce dernier a beau être le suspect idéal, être la dernière personne à avoir vu Moria vivante, avoir la Jeep noire garée devant sa maison, et bah écoutez, il n'a absolument rien à voir dans cet assassinat brutal qui a eu lieu ce soir-là. Elle, c'est Caitlin Armstrong. Et la Jeep noire garée devant la maison de Colin, bah c'est la sienne. Bon, n'ayant pas beaucoup d'autres arguments pour l'interroger, la police profite d'un petit délit mineur qu'elle aurait commis pour lui poser quelques questions. Yeah, there was some jealousy stuff going on. Like, that doesn't sound very good. And so that's why I really want to get your side of the story because maybe there's a lot more going on. I would like to leave if I'm free to leave. Okay. Bon, malgré le fait que l'enquêtrice essaye au maximum de la mettre à l'aise, en essayant de la bousculer le moins possible, Caitlin se braque. Elle en dit le moins possible et annonce surtout qu'elle voudrait partir. Ok, on va pas se le cacher, ça devient très suspect, surtout quand les alibis de Colin et de Caitlin Cash, qui a retrouvé le corps de Moria, sont confirmés. Pendant les prochains interrogatoires de Colin, les policiers apprennent qu'il avait lui-même acheté un pistolet à sa femme pour se défendre au cas où. Et bien sûr, quand on compare les douilles retrouvées sur la scène de crime et l'arme que Caitlin possède, ça match. Cette fois, les preuves sont conséquentes. Il est temps de l'arrêter pour en savoir plus. Le problème, c'est que la femme est maintenant au Costa Rica et qu'elle a utilisé un faux passeport pour partir. Ça cavale durant tout 43 jours. Et quand elle est finalement arrêtée, elle est à peine reconnaissable. Elle a changé de couleur de cheveux, fait de la chirurgie esthétique pour se faire refaire le nez. Elle se fait aussi appeler par tout le monde Harry. Malgré tout, l'arrestation a lieu et de retour aux États-Unis, elle plaide non coupable. Mais bon, les preuves sont trop grandes. Les caméras de surveillance montrent que Caitlin a suivi discrètement en voiture Colin qui ramenait Moria chez elle après l'avoir vue en secret. Et c'est donc là, ce soir-là, qu'elle a décidé d'en finir pour assouvir sa soif de jalousie. Le 17 novembre 2023, elle est reconnue coupable du meurtre de Moria Wilson et condamnée à 90 ans de prison. Il y a des affaires qui sont difficiles à résoudre. Certaines ne sont même jamais résolues,
Mais il y a aussi des fois où le tueur révèle son identité plus vite que prévu. On est en décembre 2022 quand la police reçoit un appel. Apparemment, un employeur signale la disparition de l'une de ses salariés. En fait, ça fait plus d'une semaine qu'il n'a aucune nouvelle de Amberly Harris. Bon, la première chose que les policiers font, c'est d'envoyer une patrouille. Quand les policiers arrivent, franchement, ils sont plutôt chill. Des appels comme ça, ils en reçoivent beaucoup, et la plupart du temps, la personne concernée est juste partie en vacances sans prévenir ou a juste arrêté de venir bosser. Sauf que là, quand la porte s'ouvre, ce n'est pas Amberly qui apparaît, mais un homme. Cet homme, c'est Tommy Powell, son petit ami de l'époque. Is Amberly here? Et là, la commu, je pense que ni vous, ni les policiers sur place n'êtes prêts pour sa réponse. Amberly? She passed away. What? Where is she? Where is she? Watching something. She's in the back. Oui, l'homme vient dans le plus grand des calmes d'admettre avoir tiré sur Amberly et de l'avoir tuée. Au début, les policiers lui demandent de répéter, tellement l'annonce est brutale. Et quand il confirme ce qu'il vient de dire, les agents l'arrêtent tout de suite et se mettent à fouiller la maison. Oh, she's down. What? She's down. Malheureusement, la fouille a confirmé ses dires. Dans une chambre, les policiers découvrent le corps d'Amberly Harris étendu sur le sol. Pendant ce temps, l'homme se fait embarquer et donne plus de détails sur ce qu'il s'est passé. When were you guys fighting? Sunday morning. Sunday morning. I lost control. Lost control. So when you say you lost control, what do you mean? What'd you shoot? L'arrestation a eu lieu le jeudi 15 novembre. Ça fait donc 5 jours qu'il vit à côté du corps sans vie d'Amberly Harris. Plus tard, pendant le procès, une compagnie d'assurance contactera la police. Apparemment, une assurance vie de $20 000 a été souscrite au nom d'Amberly Harris à peine un mois avant son décès. Et en fait, cette révélation, elle change tout. Parce que la piste du meurtre prémédité est maintenant fortement étudiée. Finalement, il est condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle attribuée à 20 ans minimum. Le beau-frère de la victime dira « Peu importe pourquoi c'est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver. Mais savoir qu'il y a réfléchi, il faut être un monstre d'un genre particulier pour faire ça. » Bon, cette histoire est très courte, mais assez marquante. On est le 12 juillet 2023 à Daytona Beach en Floride, lorsque dans une certaine rue, il se passe ça. Cet homme que vous voyez à l'écran, c'est Jerome Lloyd Anderson, 38 ans. Et si vous vous demandez ce qu'il vient de faire, c'est tout simplement un triple homicide dans la même journée. Les victimes Antoine Melvin, 42 ans, John Burch, 65 ans et Patrick Lassiter, 35 ans, ont tous été abattus froidement dans la même ville. Les crimes ont été commis salement, sauvagement, avec de nombreuses balles dans l'intention claire de les tuer. Et à ce moment-là, vous vous posez une question legit. Quel pourrait être le motif d'une telle barbarie? Accrochez-vous. Tout a commencé la veille. Selon un témoin, Jérôme s'était embrouillé avec les 3 hommes dans une supérette du coin. Et c'est tout. À la fin de l'altercation, Jérôme a simplement déclaré qu'il reviendrait les tuer avec un pistolet. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je vous l'avais dit, c'est n'importe quoi comme histoire, et justement c'est pour ça que je vous la raconte. On ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette dispute, mais ce qui est fou, c'est que le gars ne s'est pas du tout calmé en une nuit, et il a vraiment mis ses menaces à exécution. La suite, vous la connaissez, le lendemain il retrouve les 3 hommes dans 3 lieux distincts, et il les abat froidement. Et après ça, Jérôme prend son téléphone, appelle le 911, et déclare tout simplement qu'il vient de tuer une personne. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent Jérôme avec son téléphone et son semi-automatique dans les mains. Bon, à ce stade-là de l'histoire, il faut quand même savoir que le gars n'en était pas à ses premiers problèmes. La police avait déjà un mandat d'arrêt contre lui pour des accusations de violence aggravée et d'autres trucs liés à la drogue et des coups de feu sur des bâtiments et des véhicules en 2017. Bref, les policiers qui tomberont sur les scènes de crime diront que c'était vraiment choquant et sale. Et le lendemain de son arrestation, Jérôme est inculpé pour 3 chefs de meurtre au premier degré prémédité et pour possession d'armes à feu en tant que criminel condamné. Les enquêteurs découvriront même qu'il avait tenté d'abattre une 4e personne qui a heureusement échappé aux balles.
Évidemment, ça fait un énorme scandale dans la ville. Toute la communauté de Daytona Beach a été profondément choquée par ce triple meurtre qui s'est ajouté au bilan déjà trop élevé de fusillades dans la ville. Parce que ce jour-là, les gens ont compris qu'ils pouvaient perdre la vie pour une simple dispute. On est en Angleterre, à Bristol. Le 28 juin 1967, Violette Allen remarque quelque chose d'étrange. La fenêtre de la maison de sa voisine est ouverte. Bon, vous pouvez dire qu'il n'y a rien de surprenant à ça, et pourtant, la femme qui vit dans cette maison a 75 ans, et ce n'est vraiment pas dans ses habitudes de laisser ses fenêtres ouvertes. Combiné au fait que ça fasse pas mal de temps qu'elle ne l'a pas vue, la voisine s'inquiète. Elle décide donc d'entrer elle-même dans la maison par la fenêtre, et là, c'est l'horreur. Louisa Dunn est allongée par terre, morte dans son salon. La pauvre semble avoir été étranglée au vu des traces qu'elle a autour du cou. Elle a des marques visibles sur le visage, et d'ailleurs la police se rendra très vite compte qu'elle a été victime de... La scène est d'une violence inouïe. Très vite, l'enquête est lancée. Il faut absolument retrouver qui a fait ça. Alors, petite mise en contexte, à ce moment-là, on est en 1967, et malheureusement, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, on ne sait pas encore comment retrouver une personne à partir de son... Par contre, on peut déjà retrouver quelqu'un grâce à ses empreintes en les comparant, tout simplement. Et ça tombe bien parce que l'agresseur qui est rentré par la fenêtre a laissé une empreinte de paume dessus. Bon bah maintenant, c'est facile, il suffit de trouver une correspondance. Et bah non en fait, c'est là que les choses se corsent. Déjà, aucune correspondance n'est faite avec les empreintes connues dans les archives de la police. Le coupable n'a certainement jamais été arrêté, et donc n'a jamais eu de raison de fournir ces empreintes. Bon, c'est pas grave, cherchons dans son voisinage, parce que ouais, par exemple, une étude a montré que dans 65% des cas, l'auteur d'un homicide habite dans un rayon de 3 km autour de la victime. La police commence donc à toquer à toutes les portes pour récolter les empreintes des gens, dans le but de trouver une correspondance. Ils toquent à une porte, 2 portes, 3 portes. En tout, ils finiront par récolter plus de 19 000 empreintes au fil des années, mais rien, absolument aucune correspondance n'est faite. L'affaire du coup, elle est mise de côté. Toutes les preuves sont mises dans des boîtes au cas où l'affaire est réouverte un jour. Des années passent avant que l'affaire ne soit réexaminée. Pour être plus précis, 60 ans. Et donc, c'est en 2024 que des policiers décident d'examiner la jupe de la victime avec des procédés scientifiques qui n'ont encore jamais été utilisés dans cette affaire. Le sperme est alors analysé et bingo, on a un match. Il semble qu'il appartienne à un homme du nom de Ryland Headley. Et pour vous dire à quel point on a avancé en termes de recherche, le taux de correspondance veut dire qu'il y avait 1 milliard de fois plus de chances que ce sperme soit celui de Riley Headland que celui de n'importe qui d'autre. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'empreinte laissée sur la fenêtre? Les policiers décident de refaire un check de correspondance et elle correspond à une empreinte qu'ils ont dans leur base de données, celle de Riley Headland. Cette fois, il n'y a plus aucun doute possible, c'est lui le coupable. Could you open the door, please? Just like to speak to you. Good morning. Hello. I'm from the police. No. You can't come now. I'm just coming now. Where you want to come in for? I'll explain because it's a bit sensitive. So we'd like to come in and speak to you properly, please. Eh? Mr. Headley? Yeah. L'homme que vous entendez là, c'est Ryland Headley. Et s'il est connu des services de police et qu'on a réussi à trouver ses empreintes aussi facilement, c'est parce qu'il a commis des actes ignobles pour lesquels il a déjà été condamné. En 1977, il a été reconnu coupable d'avoir 2 femmes âgées de 79 et 84 ans. Pour ça, il a été condamné à la prison à vie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il semble être tranquillement dans son appartement en 2024 ? Tout simplement parce que son avocat a fait appel et que pour des raisons médicales, sa peine a été réduite à 2 ans de prison. Ouais, franchement, je suis complètement d'accord avec vous, ça n'a absolument aucun sens, mais bref. Revenons à l'arrestation de cet homme qui, à ce moment-là, a 92 ans. And I'm here today because I'm arresting you Yeah. on suspicion of the and murder Yeah. of Louisa Dunn, which happened in Bristol in June 1967. Yeah. The reason I'm arresting you Yeah. is because the police have investigative material that indicates you are responsible for that murder of Mrs. Dunn. Il s'agit de l'arrestation la plus tardive pour une affaire non résolue dans l'histoire du Royaume-Uni. 60 ans après son meurtre, l'homme de 92 ans est arrêté et condamné pour son acte,
Le 30 juin 2025, il est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison par la justice. Après lui avoir annoncé sa sentence, la juge lui dira « Monsieur, vous passerez le reste de vos jours en prison ». On est le 20 septembre 2020, lorsque Lorraine Cox, une jeune femme de 32 ans vivant en Angleterre, passe une soirée avec des amis. Ce soir-là, ils décident d'aller dans un bar, des heures passent, et Lorraine boit beaucoup d'alcool. Lorsque la soirée se termine enfin, elle décide de rentrer à pied jusqu'à la maison de son père. Elle dit donc à des amis qu'elle veut rentrer seule et qu'elle ne veut pas prendre de taxi, et donc elle se met en route. Et alors qu'effectivement, elle marche seule dans la nuit, un homme la remarque. Et cet homme, c'est Azam Mangori, 24 ans. Vous l'aurez compris, le rond rose, c'est Lorraine, et le rond bleu, c'est Azam. Pendant un long moment, la jeune femme marche seule dans le centre-ville. On peut voir qu'il y a quelques personnes à droite et à gauche, mais globalement, les rues sont vides. En même temps, c'est bien normal, il est presque 2 h du matin à ce moment-là. Le truc, c'est que derrière elle, à quelques mètres, Azam la suit de près. Et vous allez voir, ce long moment va durer longtemps, jusqu'à ce que d'un coup, l'homme décide de l'aborder. Comme vous le voyez à ce moment précis, Lorraine semble ne pas trop faire attention à lui et continue son chemin, sauf qu'Azam ne s'arrête pas là et la rattrape. À partir de ce moment-là, il est à côté d'elle et la tient par les épaules. L'ambiance change complètement parce que cette fois, Lorraine ne se dirige plus vers la maison de son père et se dirige maintenant vers l'appartement d'Azam. Et les images que vous venez de voir sont les dernières qui ont capturé la jeune femme vivante. Et malheureusement, une fois arrivé dans son appartement, Azam Mangori l'attaque froidement. Il la fait suffoquer avec son propre t-shirt, c'est absolument tragique et Lorraine ne survivra pas. Et à partir de là, et pendant une semaine, l'homme va rester dans son appartement avec sa victime qui se décompose peu à peu. Son historique de recherche internet montre qu'il s'est renseigné pour savoir comment membrer un corps. Il a également acheté des sacs poubelles, du film plastique, des rubans adhésifs, etc., etc. Les jours passent, personne n'a la moindre idée d'où est passée Lorraine, et il se met à démembrer et à placer ses restes dans des poubelles un peu partout. Petit reminder, mais on vous l'avait dit, dans cet épisode, il y a des cas qui sont très sordides et des détails macabres que vous ne voulez peut-être pas entendre, donc n'hésitez pas à passer si c'est trop pour vous. Bref, Azam prend également soin de détruire ses affaires, ses papiers, etc. Il prend également son téléphone et envoie des messages à sa famille et à ses proches pour les rassurer. Sur ses réseaux, il va même jusqu'à aller faire de fausses publications, mais ça ne suffira pas. Au bout d'un moment, sa famille se rend compte évidemment que quelque chose cloche. Après une semaine, sa disparition est officiellement signalée et l'enquête commence. Et justement, ce sont ces images de caméras de surveillance que vous venez de voir qui ont permis à la police de retracer les derniers pas de Lorraine qui mènent directement à l'appartement d'Azam. C'est finalement le 8 septembre 2020 qu'il est retrouvé et arrêté dans son propre appartement. Alors, si vous vous posez la question, on n'a absolument aucune idée de quel a été son motif. D'ailleurs, la juge pense elle-même qu'il ne s'agissait probablement pas d'un acte prémédité. Donc de ce côté-là, le flou reste total. Bref, le verdict tombe en avril 2021. Azam est coupable de meurtre et d'avoir empêché l'inhumation légale d'un corps. Il est alors condamné à la prison à vie avec un minimum de 20 ans avant de pouvoir espérer une liberté conditionnelle. Et voilà, c'est une histoire terrible, macabre, dégoûtante, qui rappelle qu'une simple rencontre peut parfois tout changer, et on est bien content que tout a été enregistré. La famille Murdo, ce n'est vraiment pas une famille comme les autres. Et tout commence avec Alex Murdo, le père de cette famille qu'on pourrait presque qualifier d'empire. Avant que tout ne parte en vrille, Alex, c'était un avocat hyper influent de la Caroline du Sud. Il vient d'une famille très respectée dans le domaine juridique, et ça sur plusieurs générations. Depuis les années 1800, sa famille occupe des postes clés dans le système judiciaire local. Et justement, c'est cette longévité et cette influence qui ont créé cette réputation de famille intouchable. En fait, c'est simple, et pour que vous compreniez bien, pour beaucoup de gens, être un Murdo voulait dire qu'il ne pouvait rien t'arriver. Et pourtant... Do you have any guns on you at all? No, sir. It's leaning up against the side of my car. Okay. You're fine, man. You're fine. It's bad. It's bad. Check the pulses. Yes, sir. Si Alex est dans tous ces états, c'est parce qu'il affirme qu'il vient de découvrir son fils, Paul, et sa femme, tous deux tués par balle, dans le jardin de l'une de ses maisons. Lui, il n'était pas là, il vient tout juste de découvrir cette scène ignoble. Bon, on n'a aucune idée de ce qu'il vient de se passer, mais Alex, lui,
il semble en savoir plus. This is a long story. My son was in a boat wreck a few months back. He's been getting threats. Most of it's been benign stuff. We didn't take. Ce à quoi Alex fait référence, c'est un accident qui a eu lieu quelques années plus tôt. On est le 24 février 2019 quand Paul, le fils d'Alex, décide de faire une soirée très arrosée. Étant donné qu'il a l'intention de boire énormément, il ne veut pas prendre la voiture pour éviter de se faire arrêter. Il décide donc de prendre un petit bateau pour contourner la police, parce que la soirée se passe au bord d'une rivière. Oui, en plus d'avoir un bateau, il a bien entendu le permis bateau. Lui et sa bande d'amis font la fête, boivent énormément. Il décide ensuite de repartir, mais alors que ses potes font tout pour l'empêcher de conduire en état d'ivresse, il insiste. On peut par exemple les voir à ce moment-là, juste avant qu'ils ne reprennent le bateau. Malheureusement, le pire arrive quand quelques minutes plus tard, le bateau percute un pilier de pont. Le véhicule aquatique se retourne et tout le monde est propulsé en dehors du bateau. La bande de potes arrive malgré tout à nager jusqu'au bord de la rivière, mais il manque une personne, Mallory Beach. Jusqu'au moment où malheureusement elle est retrouvée morte, noyée. L'histoire fait énormément de bruit. Parmi les survivants de l'accident, certains veulent que Paul soit condamné parce que c'est lui qui conduisait totalement ivre, mais on vous le rappelle, la famille Murdaugh est intouchable. Bien qu'accusé d'homicide involontaire, Paul ne sera jamais condamné. Bon, il faut savoir que beaucoup d'histoires tournent autour de cette famille, d'autres accidents qui auraient pu être causés par Paul et son frère, mais à l'époque, ils sont à chaque fois blanchis par Alex, le père de famille. Revenons-en à ce soir-là. Que s'est-il vraiment passé? Et bah vous allez voir que les apparences peuvent être trompeuses. Quand l'enquête démarre, la police découvre pas mal de choses compromettantes sur Alex. L'avocat influent se transforme rapidement en un escroc qui a détourné des millions de dollars. Sur plusieurs années, il a commis des fraudes financières gigantesques en détournant des fonds d'héritage de clients à lui aussi. Finalement, les doutes sur son innocence s'accumulent. Par exemple, l'arme ayant servi à tuer est un fusil de chasse appartenant à la famille. Il y a aussi plein d'incohérences, ses affirmations sur ses déplacements avant le meurtre ne tiennent pas la route. Dans les derniers messages de sa femme qu'elle a envoyés à une amie à elle, elle révèle que Alex lui a donné rendez-vous dans cette maison, mais aussi que son comportement était inhabituel et qu'il, on cite, préparait quelque chose. Bref, les jurys tranchent. Alex Murdaugh est coupable du meurtre de sa femme et de son fils. Il est finalement condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. They are dead, aren't they? Yes, sir. That's what it looks like. Randy. La commu, pour cette histoire, on doit vous prévenir. C'est une affaire horrible mais très intéressante. Certaines images sont publiques et d'autres viennent directement des archives de police, mais qui ne sont aujourd'hui plus accessibles sur internet. On a donc pris des extraits qui sont toujours diffusés sur la chaîne Iwu Crime Storytime, qui est une agence de news à propos des procédures policières. On vous met évidemment le lien de leur vidéo entière en description et on vous conseille vivement de la voir si vous voulez encore plus de détails sur cette histoire. Merci beaucoup à eux. Hi, good morning. I'm so sorry. À votre avis, maintenant que vous avez un grand écran devant vous, qu'a pu faire cet homme étonné derrière cette porte? On est en 2018, en Californie, et ce que la police s'apprête à révéler, c'est un secret resté enterré depuis près d'un demi-siècle. Un secret qui renvoie directement aux collines de Stanford, aux États-Unis, dans le début des années 70. Février 1973. Leslie Perlov, 21 ans et étudiante à Stanford, ne rentre pas chez elle après une journée à la bibliothèque. 3 jours plus tard, son corps est retrouvé dans une zone boisée au-dessus du campus. Elle a sauvagement été puis étranglée avec son foulard. 1 an plus tard, en mars 1974, une autre jeune femme, Janet Taylor, également 21 ans, est retrouvée morte dans un fossé à quelques kilomètres à peine. Elle aussi a malheureusement été violée puis étranglée à mort. On a donc 2 crimes sauvages et atroces non élucidés. Les enquêtes à l'époque sont massives, mais les moyens de la police scientifique restent limités. Et puis, c'est le silence absolu. Pendant des décennies, les familles attendent des réponses, que l'enquête avance, mais rien, et les affaires finissent par tomber dans des cold cases, donc des affaires non résolues. Mais alors, pourquoi on vous montre cette bodycam? Cet homme, c'est John Arthur Jethroux. En 2018, il a 74 ans et vit tranquillement en Californie. John est marié, a des enfants et participe à des associations locales. Absolument rien ne le relie
a priori, à ces meurtres vieux de plus de 40 ans. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce jour. Parce qu'entre-temps, les techniques se sont affinées, on fait bien mieux analyser une arme redoutable et qui ne trompe pas, l'ADN. Les enquêteurs ont en fait utilisé la même technique que dans l'affaire du Golden State Killer et ont fini par cibler John. Et pour confirmer leur analyse, ils ont mis en place toute une opération de surveillance discrète. Et un jour, John, sans savoir qu'il y est suivi, achète un café à un kiosque et fait l'erreur de jeter son gobelet en plastique dans une poubelle. Les agents le récupèrent directement et c'est bien un simple gobelet qui va apporter les réponses tant attendues. Sans surprise, son profil génétique correspond exactement aux traces conservées depuis les meurtres de Leslie et de Janet, notamment celles liées au fluide. Maintenant qu'ils ont tout, les enquêteurs savent qu'ils doivent arrêter John, et pour ça ils utilisent une ruse plutôt efficace. Une policière sous couverture se présente à sa porte, sous prétexte qu'elle a accidentellement abîmé sa voiture, une excuse banale pour l'amener à sortir. John sort donc calmement, et à peine franchi le seuil, il est immédiatement encerclé et menotté. Et toute la scène est enregistrée par les bodycams des policiers. John sera ensuite interrogé, mais restera froid, presque détaché. Il commence par nier, dit ne pas comprendre pourquoi il est là, mais au fur et à mesure, il commence à faire de grosses erreurs, à évoquer des cas pour lesquels il n'était même pas suspecté de base, notamment celui de Janet. Parce que oui, il était le principal suspect pour Leslie, mais aucune preuve ne le liait alors à Janet, et d'ailleurs les deux affaires n'étaient pas du tout liées. John s'est donc cramé tout seul, et on voit à son attitude qu'il le comprend rapidement. Face aux accusations, il se sait acculé, les enquêteurs lui parlent des résultats ADN, la probabilité d'une erreur est vraiment quasiment nulle, et son ADN a justement été retrouvé sur Leslie. En plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, mais John travaillait à l'époque comme technicien de laboratoire à Stanford, université dans laquelle était scolarisée Leslie. Bref, tout y est. L'homme ne s'énerve pas, il garde la même attitude calme, mais il n'apporte aucune explication crédible. Il est juste cuit en fait. Pour enfin l'achever, en fouillant son passé, l'enquêteur lui rappelle que ce n'est pas la première fois que son nom apparaît dans une affaire criminelle. En fait, en 1963, John avait 18 ans et vivait en Allemagne parce que son père était un militaire américain en mission dans le pays. Et sous la pression de l'enquêteur, il va tout simplement dire qu'il a effectivement déjà fait de la prison parce qu'il a juste été accusé de meurtre. Au calme. Cette année-là, John a en fait violé et tué une adolescente de 15 ans, Margaret Williams. Il sera jugé par un tribunal allemand, condamné à 10 ans de prison, mais libéré après environ 6 ans, et je sais c'est complètement scandaleux. Et une fois revenu aux États-Unis, il s'est construit une vie en apparence banale. Bref, en 2021, presque 50 ans après les faits, John J. True est jugé pour le meurtre de Janet Taylor. Le procès est suivi de très près par la presse locale et les proches des victimes. Le jury n'a juste aucun doute, l'ADN retrouvé sur ses vêtements correspond et il est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. 2 ans plus tard, en 2023, il plaide coupable pour l'autre affaire, celle de Leslie Perlov. Les familles présentes au tribunal sont un peu soulagées, mais il aura quand même fallu un demi-siècle pour obtenir cette vérité. D'ailleurs, c'est vraiment horrible, mais plusieurs parents des victimes sont décédés avant de voir la justice frapper. Encore une fois, on vous conseille vraiment cette vidéo qui recense tous les rushs des bodycams. On n'a pas pu vous donner tous les détails, mais on trouve cette histoire vraiment folle. Bref, John mourra en 2023 en prison, sans qu'on ne connaisse vraiment la raison. Et ça marquera la fin d'un mystère qui a hanté Stanford pendant près de 50 ans. Et c'est bien la preuve qu'avec le temps, même les secrets les plus enfouis finissent toujours par remonter. Damien Herrera, c'est vraiment une horrible personne. Croyez-moi, c'est ce que vous allez finir par vous dire à la fin de cette histoire. Mais pour la comprendre, il faut qu'on remonte en juin 2017. Were you here? I was here for the first one. Cet homme, c'est un voisin. Il vient d'appeler la police après avoir assisté à un horrible crime. Max was shot, and I was over to check again. Brenda's still alive, making noise. We need an ambulance here. Quand la police arrive, 3 corps sont retrouvés. Maria Rosita Gallegos, son mari Max Trujillo et son beau-fils Brenda Herrera. Malheureusement, ces deux sont morts sur place. Maria, elle, survit, mais pas pour longtemps. Elle mourra à l'hôpital de ses blessures, qui sont juste beaucoup trop graves. En fait, actuellement, il manque 2 personnes dans cette famille. Damien Herrera et sa sœur, Carissa Sagraves. This is a crime scene. You're gonna have to go over here. I'm really sorry, guys. This is a crime scene.
You're gonna have to stay over there, okay? We have medics. We have the medics coming over here. Who's Damian? My brother that shot them. Damian what? Damian? My dad first and then my brother and my mom. Damian Herrera, à ce moment-là précis, il est en cavale. Parce que oui, c'est bien lui dans les alentours de 15 h ce jour-là qui a assassiné de sang-froid son beau-père, sa mère et son frère. Heureusement, sa sœur qui pourtant était là au moment des faits, a réussi à s'en sortir. Il est maintenant 17 h 45 quand un nouvel appel survient. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre meurtre vient de se produire. Cette fois, c'est Michael Kite qui est retrouvé mort chez lui. Sa voiture est manquante, parce que oui, Damian Herrera vient de la lui voler juste après l'avoir abattu. Et malheureusement, ça ne s'arrête toujours pas là. Les images que vous voyez là proviennent d'une caméra de surveillance d'une station-service. On peut y voir une voiture noire, celle que Damian vient de voler. Il s'arrête, met de l'essence, puis remarque quelque chose. Une autre voiture s'arrête et vient se servir du carburant pas très loin de lui. Cet homme, c'est Manuel Serrano. Et sa seule mauvaise action dans toute cette histoire, ça a été de s'être arrêté au mauvais endroit, au mauvais moment. Sur la vidéo, on peut le voir en train de laver son pare-brise, tranquillement. Damian l'observe, puis sans aucune raison apparente, il rentre dans sa voiture, baisse la vitre côté conducteur, sort son arme et tire sur Manuel dans le dos. Malgré le fait qu'il tente de s'échapper comme il peut, l'homme finit par succomber de ses blessures. Sa voiture est finalement repérée et très vite mise en chasse par les policiers. L'homme panique, traverse la route, se retrouve en contresens et finit par avoir un accident de voiture. Damian, qui décidément ne veut pas se laisser faire, sort de sa voiture, fonce sur les policiers et déclenche une énorme bagarre. Il essaye de prendre l'arme du policier, arrive à déclencher un tir qui heureusement ne touche personne, et après toute cette altercation plus que musclée, Damian finit par se faire arrêter. En détention, il expliquera qu'il s'est tout simplement disputé avec son beau-père et que ça a dégénéré. Son frère et sa mère se sont interposés quand Damian a sorti son arme et tiré sur tout le monde. C'est affreux. Après ça, Damian continuera de poser des problèmes, beaucoup de problèmes même. C'est bien lui, là qu'on voit, en train de discrètement voler une arme pour tendre une embuscade et provoquer un combat. Alors, est-ce qu'il essayait de s'évader ou est-ce qu'il voulait juste se défouler sur quelqu'un? Franchement, on n'en a aucune idée, mais à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. En janvier 2022, il est finalement condamné à 4 peines de prison à vie, plus quelques années pour tous ces délits en plus, comme le vol de la voiture et la tentative d'évasion. Donc ouais, quand on vous disait que c'était une personne horrible, on vous disait la vérité. What's the location of your emergency? A fitter was supposed to show up to be with my mom today. Her name is Edna Suttle. This is not like her. She shows up like clockwork. So something's wrong. You never not showed up. On est le 28 août 2021 quand la police reçoit cet appel. Il semble signaler la disparition d'Edna Suttle, qui vous allez voir est au cœur de cette histoire. Pour vous la décrire un petit peu, c'est une femme de 80 ans qui impressionne par sa forme. Malgré son âge, elle fait encore beaucoup d'activités et justement c'est pour ça que son absence se fait très vite remarquer. Bon, pour cette histoire, on va tout reprendre pour qu'on puisse faire l'enquête ensemble comme elle a été faite à l'époque par la police. Vous allez voir, les caméras de surveillance jouent un rôle vraiment crucial dans cette affaire pour comprendre l'ordre des événements. Et la première chose dont on est sûr, c'est qu'Edna est sortie de chez elle en voiture dans la matinée du 27 août. Quelques minutes plus tard, Edna arrive au parking d'un centre commercial et c'est là que quelque chose d'assez inhabituel se passe. Et ça concerne cet homme. On peut voir qu'il fait quelques allers-retours devant la voiture d'Edna. Jusque-là, rien de trop surprenant vu qu'on est sur un parking public, mais le truc, c'est qu'il commence à lui faire des signes de la main, un peu comme s'ils se connaissaient déjà. Et finalement, quelques instants passent et l'homme entre dans la voiture d'Edna, côté passager. Bon bah, à ce moment, il n'y a plus aucun doute, les deux se connaissent. Il n'a pas l'air d'avoir forcé pour rentrer, donc c'est l'hypothèse principale. Et sans être sorti une seule fois de la voiture, Edna conduit et retourne chez elle, accompagnée de ce gars dont on ne connaît absolument rien pour l'instant. Et c'est 4 heures plus tard qu'Edna repart de chez elle en voiture. Sauf que pour les plus attentifs, vous remarquez bien que sa conduite est un peu plus brusque qu'avant.
Et en fait, c'est normal. C'est tout simplement parce que ce n'est pas elle qui conduit, mais l'homme de tout à l'heure. On le voit juste là, au volant de la voiture d'Edna, en train de revenir au parking où ils se sont rencontrés. Il reprend ensuite son véhicule qu'il avait laissé sur ce même parking. Il se positionne ensuite côte à côte avec la voiture d'Edna, fait quelques magouilles qu'on ne voit pas très bien sur les images, et puis il repart avec sa voiture en laissant celle d'Edna sur le parking. L'homme finit par prendre la route et se gare une nouvelle fois au niveau d'un parking d'hôtel, et quand on regarde bien les images, on a l'impression de voir Edna assise à côté de lui, mais immobile. Mais alors, c'est qui ce gars? Écoutez, je pense que la meilleure chose à faire, comme on l'a fait jusque-là, c'est de visionner les caméras de surveillance du supermarché. Retour en arrière, on est quelques minutes avant qu'Edna n'arrive sur le parking, et bingo! Cette fois, on voit très distinctement son visage, il se balade dans le supermarché, achète des yaourts, attention parce que retenez cette info, c'est très important. Et finalement, il utilise sa carte de fidélité du magasin, ce qui nous permet de l'identifier. Cet homme, c'est Daniel Prince. Alors vous, ça ne vous dit peut-être rien, mais pour la police, c'est bien quelqu'un d'important. En fait, Daniel Prince a un lourd casier judiciaire parce qu'il a déjà été condamné à 13 ans de prison pour kidnapping. On est d'accord, ça donne tout de suite un profil très suspect. La police, qui clairement a de très sérieux soupçons sur lui, décide d'utiliser un prétexte pour l'arrêter. Daniel n'avait pas le droit de conduire la voiture d'Edna. Yes, sir. Do you mind if I take your hat off for just a second, please? See what you need. All right, there you go. Sir, I will be very cooperative. All right, let's try that, please. Sauf que l'interrogatoire ne donne pas grand-chose. Daniel a clairement réponse à tout, il dit qu'il travaillait pour elle pour s'occuper de sa maison et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés sur le parking. Et même si les policiers lui montrent des images de caméras de surveillance pour le faire craquer, il reste impassible. Le truc, c'est qu'en parallèle, sa maison est fouillée et c'est là que la police trouve des choses inquiétantes. Déjà, premier élément, il y a des armes littéralement partout. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail, parce qu'il trouve aussi une carte d'identité, celle de Nancy Rago, une femme disparue depuis 2017. Bon, évidemment, cette fois la police décide de l'arrêter une nouvelle fois, parce qu'on l'accuse maintenant de 2 potentiels meurtres. Daniel ne craque toujours pas, et donc en attendant, la police continue de fouiller sa maison, et les choses ne s'arrangent pas pour lui. Dans un tiroir, il retrouve 27 téléphones portables, et parmi eux, il y a celui de Nancy Rago, il y a aussi le téléphone de sa mère, Dolores Sellers. Et en regardant le contenu des autres téléphones, les policiers remarquent quelque chose de particulier dans l'un d'entre eux. C'est tout simplement une liste de messages non lus qui est énorme. Et le dernier en date, c'est tout simplement « On s'inquiète pour toi, dis-nous où tu es ». Ce message, il vient de la fille de Leif Goodman, une femme également portée disparue. En fait, le bilan est vraiment glaçant. Il y a 4 femmes qui manquent à l'appel et toutes sont liées de près ou de loin à Daniel Prince. On a donc Edna Suttle, Nancy Rago, Dolores Sellers et Leif Goodman. Bon, c'est désormais presque une évidence, les enquêteurs savent qu'ils tiennent très probablement le responsable de ces disparitions, et donc ils continuent de fouiller, et cette fois, c'est dans son jardin qu'une boîte va attirer l'attention. Et dedans, on retrouve toutes les affaires personnelles d'Edna, donc ses chaussures, ses clés de voiture, de maison, et un yaourt vide. Et rappelez-vous, ce yaourt, on l'a déjà vu, c'est celui qu'il a acheté au supermarché. Sauf que ce yaourt va être analysé, et on va y retrouver des traces de drogue. Bref, à ce moment-là, les preuves sont accablantes, il est temps de confronter et de lui mettre tout ça sous le nez. Okay, and I feel like I can talk to you one guy to another. I would prefer not to have the death penalty on the table. Après ses aveux, Daniel Prince finit par donner la localisation exacte de l'endroit où il a caché la femme de 80 ans. En mai 2022, les enquêteurs retrouvent donc le corps d'Edna Suttle enterré dans une forêt. Daniel l'avait drogué avant de l'étouffer avec un sac plastique. Son procès se terminera avec une condamnation à perpétuité pour les 4 meurtres dont il était accusé. Et même si le tueur en série purge finalement sa peine de prison, beaucoup pensent qu'il serait responsable de nombreuses autres disparitions, encore non résolues aujourd'hui. Austin Aroof est tranquillement en train de manger au restaurant avec son père et sa sœur. Et alors que tout se passe tout à fait normalement, le jeune homme de 25 ans pète un câble. Il commence à dire n'importe quoi, clairement son comportement n'a aucun sens. Il décide alors de quitter le restaurant et sans rien dire à sa famille, s'en va. De là, il marche jusqu'à la maison de sa mère, où il continue d'avoir un comportement étrange. Il est incontrôlable, il dit qu'il a des super pouvoirs, qu'il est là pour sauver les gens. En arrivant chez sa mère, pour l'anecdote,
Il essaie même de boire de l'huile de cuisson, c'est pour vous dire à quel point il a déraillé. Finalement, sa mère décide de le ramener en voiture au restaurant en espérant que ça se calme. Malheureusement, ça ne marche pas du tout. Une violente dispute éclate entre lui et son père, et cette fois le jeune homme quitte définitivement le restaurant. Malheureusement, il s'en va pour commettre le pire. Et accrochez-vous bien, parce que la violence des faits est inouïe. Austin Harris, c'est vraiment quelqu'un de normal à la base. Étudiant à l'université d'État de Floride, on peut dire que c'est un bon élève. Il fait beaucoup de sport, du football américain, de la muscu, beaucoup de muscu même. D'ailleurs, il a fait pas mal de vidéos où il parle de ce sujet justement, vidéos qu'on peut maintenant retrouver sur YouTube. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un coup, il commence à perdre la tête. Ok, retournons à cette fameuse soirée du 15 août 2016. Austin Harrouff est maintenant en train de marcher sans savoir où aller, et alors qu'il dérive dans les rues, il décide d'un coup de se déshabiller. Il enlève son pantalon, son t-shirt, et le voilà maintenant en sous-vêtements. Do you remember when you took your clothing off? I didn't remember it at first, but I have a faint memory of taking my pants off at some point before I saw Daniel, but I never realized that my clothes were off later. When you ran up into that garage and the woman was there, were you running to her for help? I don't remember how we got into the altercation or into the fighting. I don't remember. Cette femme dont le docteur parle, c'est Michelle Stevens. Et si lui affirme ne pas se souvenir du tout de l'altercation, ni de ce qui s'est passé à ce moment-là, laissez-moi vous raconter. Alors qu'il erre dans les rues de la ville en caleçon, Austin remarque un garage. Dans ce dernier se trouve Michelle Stevens. Le jeune homme s'avance vers elle, et là on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il semblerait qu'Austin l'ait agressée tout simplement. La femme riposte, et c'est là que son mari arrive. Do you remember her husband coming out? And do you remember what he said? No. Bien sûr, voyant que sa femme se fait agresser, il essaye de s'interposer, de régler la situation. Mais c'est là qu'Austin vrille totalement. Il regarde autour de lui, attrape une machette qui se trouve dans le garage et s'acharne contre le jeune couple. Le jeune homme qui fait 1m80 pour 90 kg est difficile à arrêter. En entendant le vacarme dans le garage, un voisin, Jeff Fisher, débarque et tente de sauver le couple, mais Austin est dans une rage tellement folle qu'il n'y arrivera pas et poignardera même le voisin qui, heureusement, s'en sortira avec des blessures quand même assez graves. Ce n'est malheureusement pas le cas de Michelle et de John Stevens. Et si vous pensiez que c'était tout, malheureusement, ce n'est pas le cas. Attention, parce que cette partie de l'histoire est vraiment très dure à entendre. Après avoir assassiné le couple, Austin se jette sur le corps sans vie de John et lui dévore le visage. Quand la police arrive enfin, ils font clairement face à une vision d'horreur. Le jeune homme est toujours là, sur la victime, en train de lui manger le visage et de boire son sang. Finalement, il faudra 2 coups de taser, un chien et 3 policiers pour arriver à éloigner Austin Harrouff de sa victime. Apparemment, il avait une force vraiment impressionnante que les policiers ont tout de suite associée à de la drogue. Ça pourrait par exemple être du flaka ou de la bass salt, des drogues synthétiques qui peuvent provoquer des comportements hallucinatoires et une force physique assez inhabituelle. Et pourtant, tous les tests sont négatifs. L'homme n'a consommé aucune de ces drogues. Après plusieurs mois d'évaluation psychiatrique, dont les quelques extraits que vous venez de voir viennent, les médecins concluent qu'Austin souffrait d'un épisode psychotique sévère ce soir-là, probablement lié à une schizophrénie naissante. La justice prend en compte ces conclusions et en novembre 2022, au lieu d'un procès pour double meurtre, Austin Harrouff est déclaré
non coupable pour cause d'insanité mentale. Il est finalement envoyé dans un hôpital psychiatrique sécurisé, probablement pour de nombreuses années. This is probably one of the most dramatic, harrowing murder investigations I've dealt with by virtue of that video. Cette phrase, c'est l'inspecteur-chef Holly Stride qui l'a prononcée. Et quand vous allez entendre ce qu'il a vu, vous comprendrez pourquoi. On est en juillet 2024 à Londres, dans le quartier plutôt sympa de Shepherd's Bush. On a un couple qui vit tranquillement, Paul Longworth, 71 ans, et son partenaire Albert Alfonso, un Français d'origine, qui a 62 ans. Les deux hommes ont fait l'équivalent d'un Pax en Angleterre depuis 1 an et forment apparemment un couple stable, apprécié par leur entourage. Sauf qu'il y a une particularité. Parce que dans cette histoire, il y a un troisième homme. Et vous l'avez compris, c'est Yostin Andrés Mosquera. C'est un Colombien de 35 ans, acteur graphique, qu'Albert a rencontré il y a plusieurs années sur des sites pour adultes. Et les deux sont passionnés par la même chose, les pratiques extrêmes. Et leur relation ne date pas d'il y a quelques jours. Yostin a même déjà accueilli Albert et Paul en Colombie, où des photos les montrent tous les trois souriants et très proches. Faut quand même savoir que Paul était plus en retrait, même s'il acceptait la relation entre les deux autres, il ne participait pas à leur délire. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu déraper? Eh bah accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Le 8 juillet 2024, Yostin est à Londres, chez le couple qui l'accueille. Et vers 13h, il ferme les rideaux de l'appartement, et c'est ensuite qu'il frappe Paul directement à la tête avec un marteau, le tuant sur le coup. Et puis, très tranquillement, il cache son corps sous le sommier d'un lit. Quelques heures plus tard, Albert rentre de la piscine, où il travaille comme maître nageur. S'ensuit une relation intime entre lui et Yostin à peine après son arrivée, et comme à leur habitude, tout est filmé. Mais ce que Albert ignore, c'est que Yostin vient de dissimuler un couteau sous un linge posé sur la table de chevet, et sans hésiter, en plein débat, ce dernier s'empare du couteau et réalise une véritable boucherie. Les images, qualifiées d'insoutenables par les enquêteurs, montrent Yostin poignarder Albert à plusieurs reprises au visage, au cou et au torse, et pendant ce temps, on l'entend parler, chanter, danser nu, complètement couvert de sang. Il s'autorise même des blagues pour lui-même, se penche sur la victime et lui lance en anglais « Do you like it ?» donc t'aimes ça? Et le truc, c'est que Yostin n'avait absolument pas pété un câble d'un coup, il avait tout prévu. Parce que dans son historique de PC, il a cherché des informations sur des tueurs en série, sur des congélateurs, la décomposition des cadavres, et même comment frapper quelqu'un à la tête pour le tuer. Tout ça, en plus de se renseigner sur la valeur de l'appartement du couple. Bref, quelques instants après son double homicide, Yostin se rue sur son ordinateur et son téléphone. Il se connecte sur le compte bancaire d'Albert dont il avait pris soin de noter les identifiants et transfère l'équivalent de 4600 € vers ses propres comptes. Mais si vous pensiez que ça s'arrêtait là, pas du tout. Pour espérer se débarrasser des corps, Yostin commence à les découper, prend leur tête et les pose dans le congélateur qu'il vient d'acheter, et place d'autres morceaux dans 2 grandes valises. Et le 10 juillet, donc 2 jours plus tard, il prend un transport jusqu'à Bristol, à plus de 150 km de Londres, et se dirige vers le pont suspendu de Clifton. Vous l'avez peut-être compris, mais son intention est claire, il veut se débarrasser des corps sans que personne ne les voie. Sauf que même au beau milieu de la nuit, des passants le remarquent avec ses 2 grosses valises, et surtout parce que l'une d'elles laisse échapper un filet de sang. Un témoin l'interpelle, et Yostin, dans la panique, prend la fuite en abandonnant les bagages derrière lui. La police est vite appelée, arrive sur les lieux, et découvrira avec horreur les restes humains à l'intérieur des valises. Et grâce aux étiquettes de bagages, ils remonteront immédiatement jusqu'à l'appartement du couple, où ils découvriront le reste des corps, notamment les têtes dans le congélateur. 3 jours plus tard, le 13 juillet, Yostin est enfin repéré devant la gare de Bristol. Il est arrêté sans force, transportant encore certains objets appartenant aux victimes. Durant son procès, il tentera de se défendre d'une manière assez pitoyable. En gros, il admettra avoir tué Albert à cause d'une perte de contrôle, mais dira que c'est Albert lui-même qui a tué Paul juste avant. Évidemment, cette version est balayée par les preuves. Albert travaillait à ce moment-là, et encore une fois, la caméra et les recherches internet, etc. montreront bien que Yostin avait planifié chacun de ses actes. Bref, il sera condamné le 21 juillet 2025. À l'issue du procès, le jury le déclare coupable des 2 meurtres, mais on connaîtra au final sa peine qu'en octobre 2025, donc au moment où on tourne, on ne sait pas. Et si vous regardez la vidéo après ça, n'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, les enquêteurs de cette affaire parlent d'un cas qui restera comme l'un des plus éprouvants de leur carrière, non seulement à cause de l'horreur des faits, mais surtout à cause de cette vidéo
où l'on voit un homme danser, chanter et dénombrer ses victimes. On est le 13 janvier 2020, lorsque la police décide d'entrer dans la maison d'Anthony Todd. Apparemment, des proches de sa famille seraient inquiets parce que ça fait pas mal de temps qu'on ne les a pas vus, lui et sa famille. En plus de ça, il y a des signaux assez inquiétants comme leurs courriers qui se sont accumulés. Bref, il y a quelque chose qui cloche. Faut savoir que la police est déjà venue quelques semaines auparavant pour quelque chose qui n'avait rien à voir, mais personne n'a répondu et donc ils sont repartis. Mais cette fois, face à l'étrangeté de la situation, ils ne font pas la même chose et grâce aux clés du propriétaire, ils rentrent dans la maison et voici ce qu'ils voient. La police trouve effectivement Anthony, mais il n'a pas l'air d'être dans son état normal. Il a clairement l'air confus et un peu perdu. Les agents font le tour du rez-de-chaussée, mais il n'y a personne d'autre. En fait, ce que la police cherche, c'est tout simplement les autres membres de la famille. Et cette dernière est composée de sa femme Megan, mais aussi de leurs 3 enfants, Alec 13 ans, Tyler 11 ans et Zoé 4 ans. Et la première chose qui va frapper la police qui entre dans la maison, c'est le silence pesant. Bref, face à un Anthony qui semble confus, la police lui demande comment s'appelle sa femme, qui selon lui est en train de dormir à l'étage. What's your wife's name? Megan. Has anyone heard her talk? Megan? Megan? La personne que vous venez d'entendre appeler Megan, c'est Anthony, juste pour vous le préciser, mais continuons. La police monte donc à l'étage, et ce qu'elle va trouver là-haut, c'est un véritable cauchemar. Dans leurs chambres respectives, chaque membre de la famille est retrouvé mort, dans un état de décomposition extrême. Et c'est à un tel point que sur le coup il semble même manquer une personne, la plus petite de 4 ans, Zoé. We still can't find the daughter. What? Where's Zoe? I haven't seen her. She's not good. Oh no, I didn't see her. It's sleeping. She's in here. I haven't seen her. Ce que la police ne sait pas, c'est que Zoé est encore là, mais qu'elle est dans la chambre parentale, juste à côté de sa mère. Son état de décomposition est tellement avancé que les policiers n'ont même pas réussi à l'identifier tout de suite. C'est horrible. D'ailleurs, une autre vie a été prise parce que le chien de la famille, Breezy, est aussi retrouvé mort dans son panier. Et si ce que je vous décris c'est déjà atroce, je vous préviens, on plonge encore plus profondément dans l'horreur. Megan et les 3 enfants ont des blessures au couteau au niveau du ventre et semblent avoir été étouffés. Petit détail supplémentaire, mais en plus de tout ça, ils ont des crucifix dans leurs mains, c'est absolument terrifiant comme scène. Retour en arrière, on est aux États-Unis, en Floride. Anthony Todd est kiné et à la base tout semble indiquer qu'il s'agit d'une famille normale. Le truc c'est que derrière toute cette façade de famille américaine parfaite se cachent des croyances qui vont les plonger dans l'horreur. Selon Anthony, lui et sa propre femme avaient tout prévu et voulaient mourir. Alors attention, il faut prendre quelques pincettes parce que tout ça c'est sa version et en plus elle va changer pas mal au fur et à mesure des semaines. Selon lui, la fin du monde étant proche, il voulait en finir pour que chaque membre de la famille puisse se retrouver de l'autre côté. This has something to do with the fact that because with the transition, the apocalypse coming toward the end of the days, coming in December. We needed to make this transition because by the end of December, this is when this was supposed to happen. The apocalypse and everything by the end of December. Okay. Et pour accomplir leur dessein commun, il a donc tué ses enfants dans leur sommeil. Sa femme, elle, aurait essayé de se elle-même, mais n'y arrivant pas, il aurait fini par la tuer, toujours selon sa version. Et toute cette histoire s'est passée fin décembre 2019. Après les avoir sauvagement assassinés, Anthony est ensuite resté dans la maison avec eux pendant presque 1 mois avant que la police n'arrive. Bon, après ça, il a changé de version en disant qu'il n'était pas là au moment du drame. Apparemment, c'est donc sa femme qui aurait tué les enfants. Mais bon, vous l'avez bien compris, tout semble montrer que ce n'est pas le cas. Bref, en avril 2022, les bullshit d'Anthony Todd ne passent plus et il est finalement reconnu coupable du meurtre de sa femme et de leurs 3 enfants. La sentence est immédiate, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Honnêtement, on a de la peine à imaginer la réaction des policiers lorsqu'ils sont rentrés dans cette maison parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils s'attendaient à tout, sauf à tomber sur ça. Et voilà la commu, c'est la fin de ce nouvel iceberg. Ce soir, on a un petit peu changé la formule en vous racontant moins d'histoires, mais en les creusant un petit peu plus. Encore merci à vous de répondre présent, n'hésitez pas à commenter pour nous donner vos avis et vos idées sur les prochains sujets d'iceberg. Comme vous le savez, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est en vous abonnant, alors n'hésitez pas à le faire. Hop, la petite apparition de Joe du futur pour vous rappeler que c'est grâce à Oli qu'on peut faire ce genre de vidéo. Pour vous le rappeler quand même, Oli, c'est vraiment idéal pour se rafraîchir entre 2 tournages par exemple. Pour ça, ils ont la gamme parfaite, la gamme hydratation, mais ils ont aussi 3 autres gammes.
la gamme Energy, la gamme Iced Tea et la gamme Milkshake. En fait, moi, ce que j'aime vraiment bien avec Oli, c'est que c'est une boisson en poudre. Donc avec un seul pot, vous pouvez remplir l'équivalent de 50 gourdes comme ça. Donc c'est quand même pas mal. En plus de ça, il n'y a pas de sucre ajouté, pas de conservateur, pas de taurine. Bref, vous pouvez boire du Oli sans culpabiliser. Bien sûr, comme d'habitude, il ne faut pas abuser de la gamme Energy, qui est déconseillée aux moins de 16 ans et qui ne remplace pas l'eau. En plus de ça, ils ont vraiment plein de goûts et si vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez directement prendre un pack d'échantillons où il y a plein de goûts différents que vous pouvez tester dans des petits sachets. Comme ça, après, vous pouvez vous faire votre petite sélection et prendre en pot les goûts que vous avez préférés. Bref, si vous voulez découvrir tout ça, vous pouvez utiliser notre code KRATOSEDJO5 qui vous donnera 5 € de réduction sur votre première commande. Et pour les habitués, vous avez le code KRATOSEDJO qui vous donnera 10% sur toutes les prochaines. Vous pouvez aussi utiliser notre lien qui est en description ou scanner ce QR code pour que les réductions s'appliquent automatiquement. Et sur ce, je crois que je vais repartir et laisser Joe du passé finir cette vidéo. Ciao. C'était Kratos derrière la caméra et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage.